BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tous les mardis, on vous propose de diversifier vos placements. Les diversifier, pourquoi pas, en investissant dans des bouteilles de vin. On va vous conseiller les meilleures bouteilles. Avec Angélique Delangsin. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Vous êtes la directrice générale déléguée d'idealwine.com. Vous allez nous dire quelle bouteille pourrait connaître un succès important cette année. Déjà le bilan de 2014, quelles sont les bouteilles qui ont le plus attiré les investisseurs dans les ventes aux enchères l'an dernier ? Alors on est en train effectivement d'établir un petit peu le bilan de tout ce qui s'est vendu au travers des enchères online sur Idealwine. Il y a un vin qui truste littéralement le palmarès des 10 plus belles bouteilles, les bouteilles les plus chères vendues l'année dernière. C'est sans surprise la Romanée Conti qui donc occupe 9 de ces 10 places avec la bouteille la plus chère qui est un millésime 90 de ce vin qui s'est vendu 11 400 €. Donc dans les 10 places, on trouve quand même un Bordeaux. Un survivant. Un survivant, justement, oui, un survivant d'ailleurs, puisque c'est une année historique. C'est le Château Mouton Rothschild 1945 qui a été vendu un peu plus de 9 000 € la bouteille. Si on descend un petit peu dans le palmarès, on trouve d'autres domaines de Bourgogne très, très rares, voire des domaines dont le producteur n'existe plus, comme Henri Jaillet, ou des vins dont le nom a disparu, comme les Gaudichaud, qui est l'ancêtre de l'Attache au domaine de la Romanée Conti, dans une année aussi mythique, 1929. En fait, on a surtout des millésimes historiques, des rescapés, comme vous dites, les millésimes dits du siècle, du XXe siècle, qui sont tout particulièrement recherchés, beaucoup plus en fait que les années très récentes aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra se tourner vers ces vins qui ont cartonné, qui ont vraiment attiré les investisseurs, les amateurs de vin en 2014? Est-ce qu'il faudra se tourner vers les mêmes vins en cette année 2015? Alors, c'est intéressant que vous parliez justement de rescapés. La notion de temps, en fait, dans le placement en matière de vin est vraiment très importante. On voit que là, les amateurs se sont focalisés et ont fait flamber les cours de ces millésimes parfois anciens, mais toujours mythiques. Hein. Les années du siècle, on peut rappeler, c'est 1929, 1945, 1961. Un peu plus près de nous, 82 et 90 sont aussi des années très recherchées aujourd'hui. Il faut en fait se dire que le placement de vin, on le fait avec une perspective qui ne peut pas être à 2 ou même à 5 ans. Il faut se positionner sur le plus long terme, avec des stratégies qui seront un petit peu différentes entre Bordeaux et la Bourgogne. Sur Bordeaux, on aura tendance à rechercher les grands millésimes des années donc 90, comme je disais, 82, 89, 90, les grands millésimes des années 2000, le 2000 lui-même, qui est une année symbolique et une année très réussie, 2005 aussi. Sur des années plus récentes, en fait, les prix ont tellement explosé que là, la perspective de valorisation, elle sera lointaine. En Bourgogne, en revanche, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que les années récentes les années très récentes sont des années de petite production et qui ont vu les cours augmenter beaucoup. Donc, on a plutôt intérêt à rechercher, par exemple, 2009 et 2010, qui sont de magnifiques années et qui sont curieusement parfois moins chères que ce qu'on peut trouver dans des millésimes plus récents. Parce que encore une fois, les conditions climatiques qui ont fait que les productions étaient minuscules. En Bourgogne, en fait, on produit infiniment moins qu'à Bordeaux. Donc, dès qu'on a un petit millésime, en fait, c'est la survie économique du domaine qui est en jeu. Donc, les prix doivent mathématiquement augmenter. On peut pas tenir compte uniquement de considérations économiques de l'offre et de la demande. On a la survie du domaine à assurer. C'est intéressant cette méthodologie que vous nous proposez pour choisir des bouteilles, pour choisir des millésimes et pourquoi pas dans les prochaines ventes aux enchères pour ceux qui s'intéressent au vin comme placement. On rappelle, le vin peut constituer un placement, d'autant qu'il y a des perspectives de valorisation des prix. Si on regarde les dernières années, les cours du vin ont eu tendance à progresser peut-être plus même que les marchés financiers, la bourse. Oui, alors les indices Windex qu'Idealwine calcule, en fait, ont connu une progression phénoménale depuis le début de ce calcul qui remonte à 2007, puisque ces indices ont progressé de pratiquement 100% en fait sur la période. En 2014, la progression elle est d'un petit peu moins de 10%. Alors elle doit un peu à la méthodologie des indices qui intègre chaque année un nouveau millésime et qui a fait entrer en 2014 un millésime très cher qui était le 2009. Enfin, un peu moins de 10% de performance,
c'est mieux que le CAC 40 en 2014. Ça reste, voilà, effectivement une performance tout à fait honorable, même si on affine un petit peu l'analyse, on voit que quand même, notamment pour les Bordeaux, depuis la fin du deuxième trimestre, en fait, les cours s'étaient un petit peu affaissés et ont repris, se sont stabilisés en fin d'année. Pour les Bourgognes et la vallée du Rhône, en revanche, la fin d'année a été très belle et ces millésimes ont vraiment progressé beaucoup. Donc, les anticipations pour 2015, évidemment, l'état de la demande étant ce qu'il est, avec une stabilisation, une baisse même de la consommation en Chine, ça conjugué à des niveaux de prix qui ont été jugés très chers sur les derniers millésimes, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à une explosion des prix ni de ces indices sur les semaines ou les mois à venir. Ouais, la valorisation, elle va dépendre justement de qui achète. Vous nous disiez, il y a un ralentissement de la demande chinoise. Est-ce que le profil des acheteurs de vin va changer, sera modifié dans les prochaines années ? Alors, c'est vrai que la demande chinoise, elle a été au cœur de nos analyses depuis 3 ou 4 ans, enfin surtout depuis l'ouverture du marché avec l'ouverture via Hong Kong et la suppression des taxes d'importation à Hong Kong qui a véritablement ouvert la voie de l'Asie aux grands vins français notamment. Cette consommation chinoise, il faut quand même bien avoir en tête que 80% des vins qui sont bu en Chine sont des vins chinois, ce ne sont pas des vins importés. Donc la consommation se tasse. Le premier producteur mondial de vin, c'est la Chine d'ailleurs. Alors, il y a un débat. Oui, il y a un match. Non, en fait, la Chine est le premier consommateur de vin rouge. En fait, c'est à ce niveau-là, et elle ambitionne de devenir le premier producteur de vin à horizon 5 ans. Donc, il y a un tassement. Le tassement, on sait aussi qu'il est lié à la diminution de cette politique de cadeaux qui avait vu exploser les ventes de grands crus dans ce pays. Donc aujourd'hui, on est dans un marché mondial qui se restructure et qui d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit revenir la consommation des États-Unis. En fait, c'est un marché qui repart, qui a connu une croissance de la consommation très importante, de plus de 23% entre 2009 et 2013. Donc c'est très significatif, même si la consommation par habitant reste très inférieure à ce qu'elle est en France ou en Italie. En France, on consomme 47 litres de vin par an et par habitant, 48 en Italie, et aux États-Unis c'est encore 12. Mais ça croît. C'est impressionnant. Vous nous dites ça, la consommation de vin aux États-Unis a progressé de 23%. Elle a progressé dans la période où les créations de postes ont été les plus basses aux États-Unis. Oui. Plus l'emploi va mal et plus on boit du vin aux États-Unis. C'est relativement. Alors sur cette période-là, c'est plutôt sur la période récente qu'on a vraiment vu la consommation repartir. Et c'est un marché qui est très intéressant pour nos vins français parce que c'est un marché qui a une culture historique et un attrait historique pour nos vins. Robert Parker n'y est pas étranger, hein. C'est lui qui a vraiment contribué à faire connaître nos vins dans ce pays. Donc il y a une culture qui est ancienne, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Asie. Alors le challenge, c'est que ce sont plutôt des consommateurs d'un certain âge qui s'intéressent aux vins français. Le challenge, c'est aujourd'hui de convertir des populations plus jeunes, mais il y a quand même de très très belles opportunités pour nos grands crus français. Angélique Delanxin, la directrice générale déléguée d'idealwine.com. Qu'est-ce qu'on va trouver dans les prochaines ventes aux enchères, justement, dans ce monde du vin, là, en quelques secondes? Alors, si je ne devais citer qu'un vin, je parlerais du Château Rayas, à Châteauneuf-du-Pape, qui est un des vins en 15 ans d'analyse. J'ai à peu près jamais vu son prix baisser. C'est vraiment une star de Châteauneuf. C'est un vin très à part. En ce moment, on en trouve une bonne quinzaine de millésimes et ça vaut vraiment la peine. Ben voilà, pourquoi pas une idée de placement également, ce millésime que vous proposez qui sera mise aux enchères dans les prochains jours. Angélique Delanxin, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci. Et à bientôt. Voilà, tous les mardis, c'est notre promesse dans Intégral Placement. On vous aide à diversifier vos investissements.